Bonjour à tous et à toutes. Il est 11h30. Je vous remercie d'être en ligne pour assister à ce premier webinaire qui pose la question de la responsabilité de l'organisation dans l'apparition, la persistance et la prévention des burn-out et d'autres maladies psychosociales. Je vous propose qu'on attende encore quelques instants, que les gens se mettent en ligne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, donc vous pouvez intervenir, vous avez un chat participant, donc vous pouvez intervenir à votre guise et s'il y a des questions, nous essayerons d'y répondre dans une seconde partie. Maître Marciano et moi-même allons essayer de tenir un webinaire de 30 minutes environ pour nous laisser le temps, pendant les 15 dernières minutes, de répondre aux questions ou alors aux remarques qui auront été soulevées. Évidemment, ça peut paraître un format assez court, vu le sujet. Donc, si vous semble que certaines questions n'ont pas été abordées, vous n'hésiterez pas. Après, à revenir vers nous, toutes nos coordonnées sont indiquées sur le slide, qui vous sera envoyé ultérieurement. On va entendre encore jusqu'à 11h32, 33. En tout cas, nous sommes assez nombreux, ce qui témoigne de l'intérêt pour ce sujet et l'enjeu important que cela présente. Bien. Alors, donc à nouveau, je vous remercie de participer à ce premier webinaire qui fait partie d'une série de trois webinaires. Donc, le premier pose la question de la responsabilité de l'organisation dans l'apparition, la persistance et la prévention des maladies psychosociales, mais nous allons essentiellement tourner autour du burn-out qui est le grand problème actuel. Quelques points pour me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin Stanislas. J'ai fondé le groupe Dièdre. En fait, j'ai une première formation en sciences humaines, c'est-à-dire en philosophie, en sociologie politique et en psychosociologie, ce qui m'a amené à la fin des années 90, au début des années 2000, à mener des actions, des missions de conseil pour des institutions, pour des ministères, pour des collectivités, des missions liées au comportement, liées à l'environnement et à l'insécurité. J'ai ensuite eu une longue carrière que je poursuis dans les RH puisque je suis recruteur et donc depuis 2004 et j'ai pu entendre des centaines et peut-être même des milliers de personnes me racontant leur quotidien professionnel et les raisons pour lesquelles ils souhaitaient changer de poste, voire changer de métier. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à reprendre mes études et j'ai fait une formation qui m'a amené à obtenir un master, une formation en gestion et dynamique des organisations à l'École des mines de Paris en partenariat avec l'ESCP Europe et qui m'a amené à obtenir ce master en 2019. Donc, fort de cette expérience et de ces formations, aujourd'hui, le groupe Dièdre a deux activités, une activité de recrutement et une activité de conseil en organisation. C'est évidemment sur ce versant-là que je vais intervenir aujourd'hui. Je laisse Maître Marciano se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Benjamin. Alors, je m'appelle Noam Marciano. Je suis avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale et en contentieux de la sécurité sociale depuis une vingtaine d'années. Je suis aujourd'hui et depuis 7 ans maintenant associé au sein du cabinet KSE, qui est un cabinet spécialisé en droit et en contentieux de la sécurité sociale. Et donc, je vais profiter de ce webinaire, je l'espère, pour vous livrer mon analyse juridique du phénomène risques psychosociaux au sein de l'entreprise, vous apporter, je l'espère également, des solutions, et ensuite je me ferai un plaisir de répondre à vos questions sur le sujet. Merci. Alors, donc comme je vous le disais, c'est une série de 3 webinaires. Bon, aujourd'hui, il y a 630 personnes en ligne, 2500 personnes inscrites, ce qui témoigne à la fois de l'intérêt du sujet, mais aussi à mon avis, de la difficulté à appréhender ce sujet tant qu'il est complexe, évidemment à le comprendre et aussi à le traiter. Donc, à traiter l'apparition et le traitement et la prévention du burn-out en entreprise. Il ne faut pas moins que
3 webinaires. Le second webinar qui aura lieu le 24 mars va porter son regard sur un moment très précis. D'ailleurs, certains m'ont le moment précis où l'employé déclare un petit peu ou informe ses employeurs qu'il est en situation de burn-out, de mal-être professionnel profond. Et à ce moment-là, le dialogue est complètement rompu. C'est précisément à ce moment-là qu'on souhaiterait entamer un dialogue. Et pourtant, il y a une défiance d'un côté, il y a un désarroi de l'autre. Ce sera le sujet du second webinaire. Le troisième webinaire portera sur les solutions managériales. On en entend beaucoup de solutions managériales qui prônent la liberté, l'autonomie, la capacité de décision. Et ces solutions apparaissent souvent comme des propositions de valeur pour prévenir ce mal-être au travail, mais on s'apercevra qu'en fait, elles proposent des risques finalement contre-intuitifs et génèrent souvent beaucoup plus de mal-être et de maladies psychosociales que ce qu'elles en résolvent. Voilà pour les deux prochains webinaires. Aujourd'hui, nous allons donc travailler. Pardonnez-moi, je vais un peu vite. Le webinaire d'aujourd'hui va être divisé en 3 parties. Une première sur laquelle je vais poser un peu notre diagnostic sur la situation du burn-out et pourquoi est-ce qu'il faut la traiter différemment de ce qu'elle a été traitée ces 20 dernières années. Dans un second temps, Maître Marciano nous parlera de la vision juridique du burn-out en entreprise. Et dans un troisième temps, nous essaierons de dessiner un petit peu des pistes de solutions destinées à mieux comprendre, mieux appréhender au moins ce phénomène avant de pouvoir le traiter. Donc un petit peu d'histoire. Je commencerai par un peu d'histoire. J'ai presque envie de dire, comme dans la Bible, au commencement. Quand on lit de nombreux articles sur le burn-out aujourd'hui, il est souvent fait mention de Herbert Freudenberg, ce fameux psychologue américain qui en 1974 a pour la première fois utilisé ce terme. Et donc on a l'idée selon laquelle le burn-out apparaît en France et dans le monde en 1974. Et il n'en est rien. En France, le commencement est très différent et il donne une signification et une tonalité très différente au traitement du burn-out. En fait, il intervient avec Marie-France Irigoyen, qui d'ailleurs a fait un passage aux États-Unis et a étudié la victimologie, et qui fait connaître à la France entière ce que c'est que le harcèlement moral. Son premier livre a trait au harcèlement moral dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle, et donc décrit une relation toxique entre un bourreau et une victime. Son deuxième livre parle du malaise dans le travail, et donc toujours en ayant ce regard, cette focale sur cette relation toxique entre un bourreau ou des bourreaux désignés et des employés qui subiraient un harcèlement et duquel générerait un mal-être au travail et un burn-out. Évidemment, elle contextualise cette relation toxique en impliquant les entreprises, en leur demandant en les sensibilisant aux conditions de travail qu'elles doivent mettre en œuvre pour prévenir cela et pour prévenir ce type de relation toxique, ou en mettant l'accent sur le fait que certains stress, certaines organisations du travail peuvent favoriser l'apparition de ce type de relation. Mais dans tous les cas, elle contextualise la relation, l'essentiel de la responsabilité étant porté quand même par un ou des individus bien identifiés. Et si on n'arrive pas à identifier les individus, alors il n'y a plus de responsabilité. Donc, a prévalu depuis 20 ans une approche qu'on peut taxer d'individuelle de l'événement, une approche individuelle de l'événement de l'apparition du burn-out, qui serait encadrée par dans une relation entre un bourreau et une victime. Notre approche est très différente, elle est beaucoup plus complexe puisque la situation se complexifie. Donc nous allons privilégier une approche organisationnelle qui s'appuie sur 2 points. Le premier, c'est le couplage, c'est-à-dire le couplage, c'est quand les actions ont des conséquences les unes avec les autres, quand les actions sont en très forte interaction. Alors, quand on veut éviter le risque dans une entreprise, on essaie de découpler les actions. Mais dans les relations humaines, ce n'est pas possible parce que c'est ce qui fait la richesse des relations humaines, c'est justement qu'elles soient couplées les unes aux autres. Alors, dans les relations humaines, le couplage de ces interactions
peut être paralysant pour certains acteurs ou au contraire les responsabiliser, pardonnez-moi. Ce qui est en jeu, finalement, c'est la prise de conscience de la capacité d'agir de ces acteurs. Si les acteurs, dans certaines interactions, se sentent en capacité d'agir, prennent la mesure des outils dont ils disposent pour mieux faire, alors dans ces cas-là, on peut arriver à des situations idéales, à un cercle vertueux. En revanche, quand on reste dans un couplage paralysant et dans une incapacité d'agir, alors c'est là où on arrive à des situations extrêmement complexes. Et donc tout notre effort de notre diagnostic et de notre approche consiste donc à démêler un peu l'écheveau de ces relations qui paralysent certains acteurs et qui les paralysent précisément au moment d'agir. Notre approche finalement est donc narrative et donc elle consiste à observer ce phénomène de naissance, de persistance, le phénomène du burn-out qui grandit lors de processus, ces processus étant animés par des acteurs qui ont des objectifs, ont des directives, ont des contraintes, mais aussi ont des intentions et même des émotions qui les poussent à agir. Et ces acteurs, qu'ils soient physiques ou institutionnels, on va y revenir avec Maître Marciano, ces acteurs, dès lors qu'ils prennent la mesure et dès lors qu'ils sont dotés d'outils concrets pour agir, peuvent être en mesure d'agir positivement pour la prévention de ces situations-là. C'est la raison pour laquelle, pour nous, l'organisation, c'est d'une part l'organisation du travail, dans laquelle vivent ces processus, et l'organisation comme entité qui donne du sens, qui impulse des actions, qui impulse des objectifs et donne du sens à l'ensemble des actions. On en reparlera. Un plan de départ volontaire peut être bienveillant ou au contraire extrêmement malveillant et générer du stress et donc après amener à des situations de harcèlement. Pourquoi avoir privilégié une approche juridique? C'est parce que précisément l'approche juridique a ceci d'intéressant, à cette qualité de repositionner dans le cadre juridique, des acteurs et leurs interactions. Elle précise le rôle de chacun dans l'espace et dans le temps et par conséquent identifie leurs responsabilités. Leur responsabilité, il y a évidemment la responsabilité juridique en cas de faute, mais nous souhaitons voir le terme de responsabilité plus largement, la responsabilité des acteurs dans la mesure où ils ont une capacité d'agir. Je laisse la parole maintenant à Maître Marciano. Très bien. Alors, je vais maintenant vous livrer l'analyse juridique de ce phénomène qui peut intervenir au sein de l'entreprise. Alors, le risque psychosocial de manière générique, et plus précisément le burn-out, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, va pouvoir être considéré comme une maladie professionnelle dans certains cas, s'il répond à certaines conditions. Avant cela, je pense qu'il est impératif de définir ce qu'est une maladie professionnelle pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. La maladie professionnelle peut être définie comme une détérioration de l'état de santé du salarié en cause, ayant un lien avec son activité professionnelle ou alors ses conditions de travail. Les salariés qui sont victimes d'une maladie professionnelle bénéficient au titre de cette maladie professionnelle d'une indemnisation particulière et d'une protection spéciale. Alors, s'agissant maintenant des RPS, des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où sont présents, qu'ils soient d'ailleurs combinés ou non, du stress, des violences internes commises au sein de l'entreprise par des salariés de l'entreprise, ou alors des violences externes commises sur des salariés de l'entreprise par des personnes extérieures, cette fois-ci, à l'entreprise. Donc, ce sont des risques qui peuvent induire, en résumé, ou bien une situation au sein de l'activité elle-même, de l'activité du travail elle-même, générée par l'organisation ou alors par les relations de travail. Les conséquences, elles sont très simples et tragiques, très souvent. C'est que le salarié qui est en risque psychosocial va développer une pathologie qui va pouvoir se traduire ou bien, le plus souvent, par un syndrome anxio-dépressif. J'entends par là une dépression ou une anxiété, et le plus souvent, comme je vous le disais, un syndrome anxio-dépressif ensemble, un burn-out, et dans les cas les plus tragiques, un suicide. Donc, nous sommes face
le plus souvent à une pathologie qui va être déclarée par le salarié et qui va être instruite par un organisme, la caisse primaire d'assurance maladie, auprès de laquelle le salarié en cause va transmettre deux documents. D'abord, un formulaire CERFA qu'il va régulariser, dans lequel il va indiquer plusieurs informations et notamment la pathologie dont il considère être victime, doublé d'un certificat médical initial, c'est-à-dire un document médical rempli par un praticien qui va objectiver la pathologie en cause. La caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une déclaration de maladie professionnelle, va instruire ce dossier, c'est-à-dire qu'elle va, dans un premier temps, déterminer si la maladie déclarée correspond à une maladie référencée sur un tableau de maladie professionnelle. Alors, vous devez sûrement en connaître. Il peut y avoir le tableau numéro 57 des maladies professionnelles, le tableau numéro 97. Ça peut être une rupture de la coiffe des rotateurs, une tendinopathie, une sciatique, une lombosciatique. Ces pathologies répondent à un tableau de maladie professionnelle. La caisse va donc instruire pendant 120 jours le dossier de maladie professionnelle, déterminer si la maladie répond aux conditions des tableaux et, dans l'affirmative, va notifier aux salariés et à l'employeur ou bien une décision de prise en charge, c'est-à-dire que l'organisme de sécurité sociale considère que la pathologie déclarée est en lien avec un tableau de maladie professionnelle et qu'elle doit bénéficier à ce titre de la législation sur les accidents de travail des maladies professionnelles, ou alors, si l'organisme considère que la pathologie déclarée ne remplit pas les conditions, eh ben, cette pathologie ou cette demande de déclaration de maladie professionnelle fera l'objet d'un refus de prise en charge. Je vous parle là des cas les plus simples, c'est-à-dire les cas de maladies qui répondent aux conditions ou pas d'un tableau, mais en tous les cas, un tableau de maladie professionnelle existe. Concernant maintenant les RPS et le burn-out, nous prenons l'exemple du burn-out, il ne répond pas à un tableau de maladie professionnelle. Donc, on est sous le régime des maladies qu'on appelle communément hors tableau. Depuis un décret de 2016, on a un dispositif qui facilite aujourd'hui la prise en charge des pathologies RPS au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors, la procédure est sensiblement identique. La caisse est saisie, la caisse primaire d'assurance maladie est saisie d'une demande de déclaration de maladie professionnelle dans les mêmes conditions, va disposer de ce délai de 120 jours pour instruire la maladie et déterminer qu'elle ne répond à aucun tableau, recueillir les observations du salarié en cause, de l'employeur, et puis va transmettre ce dossier au terme des 120 jours à un autre organisme, puisqu'on est dans le cadre d'une maladie hors tableau, qui est le C2RMP, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui va à son tour bénéficier d'un délai de 120 jours pour étudier ce dossier et déterminer si la pathologie est ou pas liée au travail. Au terme de son instruction de 120 jours également, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles va rendre un avis qui va s'imposer à la caisse primaire d'assurance maladie. Et la caisse primaire d'assurance maladie, si le lien entre la pathologie et le travail a été déterminé par le C2RMP, va prendre une décision de prise en charge qu'elle va notifier à l'employeur et aux salariés concernant la maladie, ou alors, si le comité régional décide que le lien entre la pathologie déclarée, le burn-out, par exemple, et le travail n'est pas établi, va rendre un avis défavorable à la caisse primaire d'assurance maladie qui notifiera ensuite un refus de prise en charge aux salariés et à l'employeur. La particularité des maladies hors tableau et donc des risques psychosociaux, c'est qu'ils sont multifactoriels et font appel à de nombreux acteurs. Dans un premier temps, si on devait distinguer 3 cas les plus classiques, nous avons le cas blanc. Le cas blanc, c'est lorsqu'un salarié déclare une maladie professionnelle en lien avec un burn-out et qu'en définitive, son état de santé ou sa pathologie est complètement lié à sa sphère privée. Pour illustrer ce cas-là, un salarié va déclarer un burn-out et a posteriori, on va ou alors même très très vite, on va déterminer que son état de santé est lié à un événement personnel. Ça peut être malheureusement un décès, un divorce, mais en tous les cas, ça relève exclusivement de la sphère privée et le travail n'a strictement aucun lien avec son état de santé. Il y a le cas noir où, au contraire, le travail est le motif pour lequel le salarié aujourd'hui est en détresse et au point de déclarer un burn-out auprès de l'organisme de sécurité sociale. Alors là,
On peut parler de harcèlement, naturellement, ça pourrait être du harcèlement, mais ça peut être aussi tout simplement du stress généré par une surcharge de travail ou par une distorsion entre la capacité que le salarié en cause peut considérer sur une mission qu'on lui attribue et le résultat qu'il ne pourra jamais atteindre de son point de vue. Donc, ça va être source de stress pour lui au point de pouvoir générer à terme ou très rapidement un épuisement professionnel et une déclaration en lien avec un burn-out. Et puis, on a la situation un petit peu grise. C'est une situation que ne pouvait ignorer l'entreprise et sur laquelle elle se devait de prendre des mesures afin de protéger son salarié. Benjamin. Alors, la situation grise, c'est un petit peu celle qu'on rencontre le plus souvent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a parfois des cas avérés de harcèlement ou de surcharge du travail. C'est assez facile à déterminer. En revanche, la plupart des témoignages que nous entendons sont des témoignages narratifs, c'est-à-dire que le mal-être est arrivé très très progressivement. Alors, si on peut à un moment identifier un ou deux événements particuliers, il semble que voilà. Un ou deux événements particuliers, on a du mal à appréhender l'essentiel des événements. Or, il nous semble qu'il y a un certain nombre d'événements que l'entreprise ne peut pas ignorer. Par exemple, prenons actuellement le cas du travail hybride. Alors, soit c'est un contexte, soit on admet que c'est un contexte qui est générateur de stress. On ne peut pas demander aux gens de travailler de chez eux si l'appartement est petit, etc. Il y a aussi d'autres situations sociales qui peuvent être plus complexes, des situations communautaires ou alors des situations personnelles. On peut, à un moment, l'entreprise ne peut pas distinguer complètement le blanc du gris dans la mesure où on a un certain nombre d'interactions. Et qu'est-ce que dirait un manager si on montrait qu'il avait été informé préalablement de la situation difficile d'un certain nombre de ses employés et qu'il l'avait ignoré, même si ces situations ne sont pas le fait de l'entreprise, il ne peut pas l'ignorer. C'est ce qu'on entend souvent dans le management bienveillant. Le management bienveillant ne pas seulement à être bienveillant et à dire merci et s'il vous plaît, mais aussi à tenir compte de l'ensemble d'une situation sociale et même d'une situation sociétale. Voilà pourquoi nous souhaitons attirer l'attention sur les situations grises et la complexité finalement des causes et le caractère multifactoriel des causes de l'apparition de ces troubles. Comme l'a rappelé Benjamin très justement, en définitive, les employeurs font face à une situation nouvelle avec ces risques psychosociaux et les pathologies qui peuvent en découler. Situation nouvelle, multifactorielle et en constante augmentation au sein de l'entreprise. L'implication également de nombreux acteurs différents ajoute d'ailleurs à la complexité de cette situation. Et en définitive, la seule réponse efficace à apporter à ce phénomène, c'est la prévention. La prévention va permettre de dénouer et défaire les nœuds, de clarifier les messages au sein de l'entreprise, de positionner les différents acteurs, puisqu'il y a de nombreux acteurs, comme je vous l'ai indiqué, et également leur rôle respectif. Et tout cela, ce n'est pas simple, mais tout cela de préférence en amont pour aboutir à un résultat efficace et optimum de la prévention. Alors, vous le voyez, le nombre d'affections psychiques reconnues au titre de maladie professionnelle a été multiplié par 7 au cours des 5 dernières années. Comme je vous l'ai dit, nous avons un dispositif depuis 2016 qui facilite la prise en charge de ces maladies, c'est une chose, mais ça ne doit pas nous éloigner en tous les cas de l'analyse brute qu'il faut avoir de ce phénomène. Il y a clairement un phénomène de risque psychosocial au sein de l'entreprise. Alors, confronté à ce risque, que va faire l'employeur? L'employeur va tenter de prendre des mesures en interne afin de juguler ce risque et de le prévenir. Il pense peut-être qu'il est seul dans ses efforts de prévention, mais je tiens à rappeler qu'un organisme très connu de l'employeur, la CARSAT ou la CRAMIF, en fonction de sa situation géographique, a non seulement pour objectif d'assurer la tarification accident du travail et maladie professionnelle de l'employeur en lui notifiant tous les ans son taux de cotisation AT-MP,
mais a également un rôle de préventeur à l'égard de l'entreprise. Alors, la CARSAT va pouvoir spontanément adresser à l'employeur des recommandations aux fins de prévention au sein de l'entreprise, mais l'employeur peut spontanément également aller vers la CARSAT et solliciter son aide et son assistance pour mettre en place des mesures de prévention. D'ailleurs, l'employeur cotise tous les ans à ce titre et il serait dommage de se priver des services de la CARSAT pour mettre en place un système de prévention au sein de l'entreprise. Maintenant, l'intervention de la CARSAT est utile, nécessaire, mais malheureusement, si seule la CARSAT pouvait apporter une solution à ce phénomène, ça se saurait. Donc, ce qu'il faut prévoir impérativement, c'est de faire intervenir les organismes et les différents acteurs susceptibles de pouvoir vous aider et vous assister dans une prévention efficace, mais coupler l'intervention de la CARSAT, par exemple, avec d'autres outils ensemble afin de pouvoir arriver à ce fameux résultat efficace et optimum en matière de prévention. Je continue. Alors, on va peut-être très rapidement, Benjamin, expliquer qu'il y a des moments clés, alerter notamment les employeurs sur certains épisodes ou certains événements au sein de l'entreprise qui vont pouvoir alerter l'employeur sur une situation problématique très vite et en amont afin d'y apporter une réponse et une solution. Par exemple, on pourrait avoir le cas d'un salarié qui traduit une certaine fatigue au travail, mais qui est au travail, et puis un jour, un lundi matin, il est en arrêt de travail. C'est-à-dire qu'il n'est plus au sein de l'entreprise. Alors, vous me répondrez sûrement que vous ne savez pas pourquoi il n'est plus au sein de l'entreprise. Vous recevez un volet d'arrêt de travail, c'est vrai, mais vous n'avez aucune mention du motif médical pour lequel le salarié est en arrêt. C'est juste. Le secret médical impose que l'employeur n'ait jamais d'informations sur le motif médical pour lequel le salarié est en arrêt. Cependant, vous pouvez très bien avoir des informations au sein de l'entreprise qui pourraient remonter et qui vous permettent de pouvoir, après analyse, déterminer que si ce salarié est en arrêt de travail, c'est qu'il a peut-être un épuisement professionnel ou un malaise qui justifierait son absence de l'entreprise pour sa santé physique et mentale. Il y a l'entretien annuel aussi, les rendez-vous RH, où la parole peut se libérer, où le salarié peut se confier à sa direction sur un malaise ou une difficulté. Benjamin ? Je poursuis et dérogeant à la règle de répondre aux questions qu'à la fin, j'en soulève une. Quelqu'un me demande de concentrer le contenu sur le titre, et le titre étant la responsabilité de l'organisation. Alors, nous pensons que l'organisation a une responsabilité organisationnelle. C'est un peu une tautologie. C'est-à-dire pas seulement une responsabilité juridique en cas de contentieux. C'est ça que nous voulons apporter. Évidemment, au moment où il y a un contentieux, c'est-à-dire au moment où il y a un employé qui a un mal-être, qui a un burn-out et qui met en cause l'entreprise, elle a une responsabilité juridique et elle doit se défendre. Pour autant, il n'est pas nécessaire d'attendre ce moment-là pour pointer la responsabilité de l'organisation, à la fois dans le fait que ce processus, que ce phénomène se propage, naît et se propage dans l'entreprise, c'est-à-dire plutôt naît dans l'entreprise et grandit au sein de certains employés jusqu'à provoquer un burn-out. Donc, plutôt que, à défaut de bien connaître la responsabilité de l'entreprise, c'est de préciser les moments lors desquels elle peut intervenir. Donc, à défaut de connaître finalement l'évolution de la maladie chez ces personnes-là, cette maladie, avant de se déclarer, prenant parfois plusieurs années, si on lit les témoignages, au moins pointons les moments clés dans la vie de l'entreprise, dans la vie de l'organisation, qui permettent à cette entreprise de faire de la prévention, ou au moins d'être vigilant sur la façon de ne pas générer. Donc, répondant à cela, je détaille les deux derniers moments. Il y a des moments de décision dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et j'ai fait mention au début, où l'entreprise prend certaines décisions. Et il ne s'agit pas, on peut par exemple décider d'un plan social et dire, comme Didier Lombard, eh bien les gens partiront par la porte ou par la fenêtre, et après effectivement constater qu'ils ont entendu, si on peut dire, très malheureusement la parole du dirigeant, où on peut proposer des actions qui sont parfois difficiles,
qui correspondent à une certaine réalité économique, mais dans laquelle on conserve une capacité d'agir positive et qui permettent de susciter des actions de prévention. Donc d'abord, le troisième moment clé, c'est qu'il existe des moments de décision dans l'entreprise et ces moments-là sont capitaux. Il faut les identifier. Il faut donc identifier les acteurs et leur permettre de prendre la mesure de leur capacité d'agir. À nouveau, parfois ils ne sont pas seuls, ils doivent faire appel à d'autres organismes et c'est en ce sens qu'il y a un couplage vertueux qui doit se réaliser. Le quatrième moment, c'est les moments où les comportements et les interactions ont créé ou nourri un mal-être au travail. Évidemment, alors on me demande si le burn-out est seulement le fait du harcèlement. Non, on a effectivement des cas de burn-out qui sont pas le fait du harcèlement, ou alors, comme certains le disent, c'est un harcèlement oral, donc il est très difficile d'en faire état juridiquement, sauf à être sur des mouvements comme MeToo, mais dans la mesure où ces moments sont un petit peu insidieux, ces moments-là sont aussi importants à identifier et on peut à la fois, et l'entreprise est responsable, comment est-ce qu'elle est responsable, d'identifier ces moments-là, d'avertir les personnes qui agissent lors de ces interactions et leur donner les outils pour avoir un bon management et une bonne interaction. Je ne suis pas naïf, je sais bien qu'il y a des gens qui sont extrêmement mal intentionnés, qui arrivent avec des mentalités de bourreaux, pour reprendre les expressions du harcèlement moral, mais il y a aussi des cas qui sont un peu plus gris, dans lesquels on doit donner les outils à certaines personnes, les aider à les approprier, les aider à faire appel à d'autres organismes pour ne pas générer ce type de situation. Donc là, finalement, ces 4 moments clés qui permettent d'avoir une politique de prévention, mais aussi une politique d'accompagnement. On peut aussi constater que le burn-out et les maladies psychosociales sont finalement quelque chose qui peut arriver au sein de l'entreprise. Il est important qu'un certain nombre de personnes soient capables de les accompagner et de les traiter, et que ce soit pas trop tard. Donc, la prévention, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est une attitude éthique de la part de l'entreprise? Est-ce que c'est juste utilitaire parce qu'on doit le faire, ou est-ce que c'est cynique en cas de contentieux? En cas de contentieux, la question n'est pas là. L'important, c'est que l'entreprise a les moyens et donc a la responsabilité de mettre en place une certaine prévention. Je vois un sondage qui a été lancé, je reviendrai dessus. Alors, la prévention se fait en 3 temps finalement, et pour le premier point, je laisse la parole à Maître Marciano. Oui, très rapidement, il y a certaines petites, alors il ne s'agit pas d'astuces, mais de réflexes à avoir au sein de l'entreprise afin de protéger chacun des acteurs. Prenons l'exemple très très simple. Un salarié souhaite s'entretenir avec son N+1 sur une difficulté. Ok, l'entrevue est à l'origine et à l'initiative du salarié. Le réflexe à prendre le plus souvent dans ces situations, c'est de prévoir qu'une tierce personne qui favorise le plus souvent le dialogue dans l'entreprise soit également présente lors de cet entretien. Pourquoi? D'expérience, j'ai pu noter qu'un salarié qui souffre d'une pathologie psychologique, qui est en détresse, en fragilité, va vivre une sorte de distorsion entre ce qu'il va dire et ce qu'il pense. Et ça peut être source de beaucoup de difficultés a posteriori. Donc, le plus souvent, pour protéger à la fois le salarié, l'employeur et les échanges, et ce qui se sera dit lors de cet entretien, il faut impérativement, à chaque fois et systématiquement, prévoir la présence d'une tierce personne lors de cet entretien. Ensuite, il y a le management bienveillant à l'égard des employeurs, c'est le point numéro 2. Pour identifier les espaces, les moments et les acteurs, on pourrait très bien, dans ce cas-là, l'illustrer par un arrêt de travail qui arriverait sur le bureau d'un DRH concernant un de ses salariés. C'est qu'il va peut-être noter qu'il y a une difficulté, un souci, et donc il va être à l'écoute de ce salarié, s'enquérir de sa santé, prendre des informations. Donc, on est sur une prévention où l'événement est déjà intervenu, c'est vrai, mais il est encore temps de pouvoir y apporter une solution. Donc, de manière proactive, l'employeur va, dans ce cas, et dans le cas d'un management bienveillant, prendre des mesures de prévention afin de pouvoir ou solutionner
ou apporter une réponse à la difficulté. Et donc, sur le troisième point, peut-être, Benjamin? Oui, donc finalement, ce dont on s'aperçoit souvent, alors je voudrais mettre ce slide, si j'ose dire, avec le slide précédent, c'est-à-dire qu'on doit coupler à nouveau les capacités d'intervention avec les moments clés. Le management bienveillant, typiquement, c'est pas une panacée, on ne fait pas du management bienveillant tout le temps. En revanche, de la même façon qu'on peut être très bienveillant à l'égard de quelqu'un qui va se marier, on lui souhaite passer une bonne lune de miel, on peut aussi être alerté, donc ça c'est un signe agréable, on est très enthousiaste, on peut aussi être alerté par des signaux faibles, comme on dit. Donc un mal de dos, un mal de nuque, peut-être que l'employé qui a ces mots-là n'est pas encore conscient de la situation de détresse dans laquelle il va se trouver, mais les DRH, les managers peuvent aussi avoir à ce moment-là tenir compte de ces signaux faibles. Ça à nouveau, c'est pas un management bienveillant dans tous les cas, c'est des outils que l'on dispose, une certaine codification, des apprentissages que l'on doit avoir. Et donc ça nécessite de recueillir la parole en amont. Quand je dis recueillir la parole en amont, c'est-à-dire se préparer typiquement à avoir des entretiens et essayer d'être en mesure de partager ses émotions, de partager ses difficultés. Ça, ce n'est pas naturel au sein des entreprises, mais c'est pourtant nécessaire aujourd'hui. Les gens font part de leurs émotions, les gens ont des réactions extrêmement difficiles. L'intégrité physique et l'intégrité psychique des gens est mise à mal au sein des entreprises, ou en tout cas est menacée. C'est ça, les maladies psychosociales. On me demande si la maladie est judiciarisée. Non, elle n'est pas judiciarisée. Ça reste un syndrome. Mais les juges ont quand même admis qu'il s'agissait d'une maladie, même si elle est multifactorielle. Donc, il y a une difficulté à parler de choses qui sont multifactorielles, il faut le prendre très en amont, et c'est ça, recueillir la parole en amont. Et un avant-dernier point, évidemment, chaque entreprise a ses lieux et ses moments différents. Et un point, aujourd'hui, on est dans des visioconférences, dans lesquelles, avec des replays parfois, donc pas pour nous, mais entre collègues, et il y a une difficulté dans ces échanges de discuter de ces émotions-là. Et peut-être qu'il faut aussi noter cela, identifier que ces moments qui étaient des moments propices à échanger sur des difficultés ou des émotions ou un mal-être ou au contraire un bien-être, ces moments ont disparu et il faut les recréer. Mais les recréer, ça nécessite de créer des outils, de créer des apprentissages, de créer des routines. Et c'est en ce sens qu'il peut y avoir du traitement et de la prévention. Pardon, Benjamin, je vais juste réagir à deux remarques qui ont été formulées sur le chat. La première, oui. Je répète ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Lorsque le salarié est en arrêt de travail, l'employeur n'a pas d'informations médicales sur la nature de l'arrêt de travail. À ce stade, il faut recueillir le maximum d'indices, je dirais, pour pouvoir recouper l'information et aboutir à un diagnostic peut-être de détresse ou de fatigue ou d'épuisement professionnel, alors qu'en effet, l'employeur ne dispose pas de l'information formellement. Cependant, dans le cadre d'une déclaration de maladie professionnelle, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le salarié va devoir régulariser un formulaire CERFA, mais également adresser un certificat médical initial renseigné cette fois-ci. Donc là, vous aurez la nature de la pathologie à ce stade-là. Ça, c'est le premier point. J'ai également pu voir une question relative, alors excusez-moi, je reprends. Que se passe-t-il quand l'employeur est prévenu des détresses mais qu'il ne les traite pas? Eh bien là, il engage clairement sa responsabilité. On pourrait très bien imaginer qu'un salarié déclare une maladie professionnelle, soit en arrêt de travail. Le scénario le plus défavorable serait qu'il soit licencié pour inaptitude derrière, qu'il bénéficie d'une rente IPP et qu'il forme un recours en faute inexcusable contre l'employeur en indiquant que l'employeur avait connaissance d'un danger auquel il confrontait le salarié et qu'il n'a pris aucune mesure pour mettre un terme aux troubles rencontrés. Alors, je rebondis et je poursuis, j'essaie de répondre à un certain nombre de questions. Effectivement, si le manager est informé de la situation, mais à nouveau, la situation peut être un petit peu grise. Effectivement, et donc, je rebondis sur les sondages. Le dernier sondage dans la gestion des RH, l'entreprise doit-elle tenir compte des situations sociétales extra-professionnelles? Certains me répondent oui, mais 46% répondent ce serait préférable. Donc, on admet qu'il y a des situations
difficile, qu'il y a des situations qui sont floues et qui restent finalement, en cas de contentieux, à l'appréciation du juge. Si on explique à un manager si on indique à un manager qu'une personne, un collègue indique à un manager que son collègue est en situation de détresse parce qu'il vit une situation compliquée, familiale mais professionnelle, c'est un peu flou, le manager peut dire finalement c'est une situation privée, je ne m'en préoccupe pas, et n'entre pas dans le détail. Et finalement, peu à peu, on va s'apercevoir dans le détail que la situation était mêlée aussi à son activité professionnelle. Donc finalement, à nouveau, le caractère multifactoriel fait qu'il est nécessaire de prendre des habitudes. À ce moment-là, pour rebondir sur cet exemple, si le manager était en mesure, avait des habitudes et des routines pour interroger l'employé qui est en situation de fragilité, pour l'interroger sur ses émotions, sur son mal-être, qu'il a parfois du mal à définir, peut-être que là, on est dans une situation de traitement, mais de traitement préventif. C'est en ce sens qu'il y a une responsabilité de l'entreprise de produire ces outils-là. Et donc, j'en finis avec le dernier point. Donc, nous, on pense que la prévention psychosociale, et juridique, c'est d'identifier les acteurs, de créer des outils spécifiques à chaque entreprise, répondant à son activité, à ses procédures, à ses routines et au moment spécifique. Et effectivement, après, de créer des indicateurs. Parce qu'il faut savoir si le dialogue progresse. Il faut savoir, ces outils, comme tous les outils de l'entreprise, s'ils ont été formellement créés, codifiés et qu'ils ont été appropriés par les acteurs de façon à ce que des routines se créent. Voilà un petit peu le premier volet de notre approche organisationnelle du traitement des burn-out et de la responsabilité des entreprises. Je reviens sur le chat. Et donc maintenant, notre présentation est formellement finie. Je vais essayer de répondre à des questions. Est-ce que Noam, tu veux répondre à certaines questions? Alors, je vois une question. Peut-on déclarer une maladie professionnelle 1 an après sa survenance quand elle est toujours en cours? Alors, je pourrais vous répondre oui sur le principe. On a une prescription biennale, donc 2 ans de prescription sur une déclaration de maladie professionnelle le plus souvent. L'idéal étant de rapprocher au maximum la constatation médicale de la déclaration elle-même. C'est-à-dire que le certificat médical, pour faire simple, soit le plus proche de la déclaration qui sera également adressée à la caisse primaire d'assurance maladie pour instruction de la maladie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je voudrais finir sur un point paradoxal qui va nous montrer toute la difficulté du traitement du traitement. La déclaration du burn-out comme maladie professionnelle. Pour certaines victimes du burn-out, pour eux, il est extrêmement important de déclarer que ce soit reconnu comme maladie professionnelle pour ne pas qu'elle porte seule la fragilité et la responsabilité d'être dans cet état. Parce qu'une personne qui est en burn-out, c'est une personne qui fait souffrir aussi son entourage familial. Et donc, l'entreprise, tout naturellement, avec son idée de responsabilité juridique, va essayer au maximum de ne pas faire reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, alors que l'employé le demande non pas pour l'attaquer, mais comme une faveur pour que l'entreprise l'aide à porter la responsabilité et ne pas ressentir un mal-être supplémentaire, à se sentir responsable de s'être mise dans cet état. Donc voilà un des exemples très paradoxaux du traitement de cette maladie. C'est-à-dire que si on fait prendre conscience aux entreprises et aux DRH que de reconnaître comme une maladie professionnelle, ce n'est pas leur imputer la responsabilité, mais au contraire de leur donner la capacité d'agir et la capacité d'accompagner avec bienveillance la personne qui se trouve dans ce mal-être, alors on a gagné une des batailles de la prévention. On me demande ce qu'est la CARSAT. Alors, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, la CARSAT est une caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Pour la région d'Île-de-France, ce ne sera pas la CARSAT, mais la CRAMIF. Ces organismes sont des organismes de sécurité sociale dont le rôle, pour faire simple, est de gérer la tarification accident du travail et maladie professionnelle d'une entreprise et également ce rôle de prévention sur lequel j'ai souhaité préciser des points tout à l'heure. Qu'on oublie trop souvent. Voilà, la CARSAT n'est pas simplement un organisme de tarification, c'est aussi un organisme qui aide à la prévention.
Je vous remercie beaucoup. Voilà, on est arrivé au terme des 45 minutes. Je vous remercie beaucoup d'avoir été si nombreux. Je peux imaginer, justement, vu le nom, qu'on n'ait pas répondu à toutes les attentes ou à toutes les questions. C'est pour ça que je vous invite. Alors, je vous invite, si vous, à participer aux 2 prochains webinars. Il suffit de vous inscrire sur la chaîne Webikeo. Mais par ailleurs, nous allons prendre note de toutes les remarques et essayer dans une moindre mesure d'y répondre par mail dans notre prochaine newsletter. Donc, à nouveau, je m'excuse si on n'a pas répondu à toutes les attentes. En tout cas, nous allons nous efforcer d'y répondre. Certains voudraient entrer en contact direct avec certains des intervenants. Nos adresses mail sont dans le document qui vous sera envoyé par mail par Webikeo d'ici 24 heures. Je vous remercie encore beaucoup de votre attention. Merci pour votre attention également. Et donc, j'espère à très bientôt. Merci.